J'ai commencé, j'étais à 77 000 € de patrimoine net. J'ai quand même gagné 500 000 € de patrimoine en 5 ans. Mon but, c'est d'aller chercher de la performance. Donc mon but, c'est d'aller chercher des actions de très très bonne qualité. Ça, c'est le but des actions. Et après, l'objectif, c'est d'avoir aussi une partie ETF qui va me permettre d'être diversifié. Et si jamais le marché chute, mon portefeuille ETF va chuter aussi, mais il va faire tampon. Donc oui, la finalité chiffrée, c'est d'essayer de battre le marché. Maintenant, battre le marché tous les ans, c'est impossible. J'investis tous les mois, mais je fais pas du DCA. Parce que ça, c'est une grosse erreur que je vois très souvent, c'est... Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Bravo, conseiller en investissement financier et expert en bourse, qui met en avant une stratégie avec un mix d'ETF et d'actions dites de qualité qui change un peu du discours pro-ETF en bourse. Dans cette vidéo, on va faire une véritable masterclass sur l'investissement en bourse sur les actions et répondre à des questions que tout investisseur se pose. Comment structurer une stratégie d'investissement intelligente en bourse? ETF vs actions, que faut-il privilégier et quand? Comment sélectionner les meilleures actions comme un professionnel? Et surtout, comment construire un portefeuille cohérent dans le temps? On va donner du très concret en rentrant en profondeur dans la stratégie de Clément, donc si vous investissez déjà en bourse ou que vous souhaitez potentiellement le faire à l'avenir, cette vidéo est faite pour vous. J'en profite pour dire que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. J'en sors 1 à 2 nouvelles par semaine et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Hello Clément. Salut. Bah écoute, je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne, ça fait plaisir parce que t'es une personne que j'apprécie vraiment parce que... Merci. Je sais que ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu es très authentique, notamment dans un peu le game du coup des finances personnelles, etc. Parce que tu as une façon d'approcher les choses qui n'est pas de dire regardez, c'est ça qui est mieux, c'est regardez, moi je fais ça, tu documentes tes investissements, tu montres, tu es probablement, je pense, la personne la plus transparente sur tes investissements, ton patrimoine, etc. Oui. Ce qui est rare. Et d'ailleurs, ça serait cool d'en reparler ça après sur plaisir. ça. Est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi des downsides à ça? Et juste pour répondre, tu vois, de plus en plus. Parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'étais à un patrimoine, tu vois, je pourrais être transparent là-dessus, mais j'ai commencé, j'étais à 77 000 € de patrimoine net. Ouais. Donc, bien, hein, pas de... Voilà, j'avais 5 ans de moins, donc c'était top, mais aujourd'hui, je suis à 570. Ouais. Donc, j'ai quand même gagné 500 000 € de patrimoine en 5 ans, ce qui est forcément une très très belle évolution, et je suis pas là pour le cacher de toute façon, c'est en grande partie grâce à mon activité aussi, où voilà, j'accompagne et je forme des personnes à investir et tout ça. Donc il y a évidemment l'investissement, mais il y a cette partie-là aussi. Et de plus en plus, en fait, je m'écarte des patrimoines normaux, et les gens s'associent plus à toi, quoi. C'est ceux qui me découvrent aujourd'hui, peut-être que c'est le cas, mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début et qui en fait sont en mode trop cool parce qu'on t'a vu grossière, ouais, et tu vas tout en bas de mon compte Insta, tu peux voir les posts avec le branding tout pourri que je faisais moi encore sur Canva à l'époque, où en fait voilà, étape par étape, tu peux voir tous les mois l'évolution que j'ai eue, quoi. Mais pour une nouvelle personne qui te découvre, potentiellement, elle se dit ouais, moi j'investis 100, 200 € par mois, lui il investit 5 000 par mois, ça n'a rien à voir, du coup les stratégies, etc. Mais c'est vrai que sur ça, c'est bien cette transparence, et parce que bon, toi tu es vraiment expert sur la bourse, et notamment stock picking, etc., où tu as une stratégie particulière dont on va parler après. Mais aussi, moi, de nos jours, il y a un truc, je sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais moi, j'aimerais aussi des fois pouvoir faire comme toi, tu vois, transparence, mon patrimoine, etc. Mais j'ai quand même toujours le truc en tête de me dire, de nos jours, quand même, il y a des gens, de plus en plus, s'en foutent, quoi. Les kidnappings, etc. Plus les comptes, les hackings, les choses comme ça, les gens qui parlent et tout, c'est aussi un enjeu, quand même. C'est un enjeu qui n'est pas à négliger. C'est pour ça que je sais pas si je continuerai tout le temps, mais bon. Quand tu seras 10 millions. Déjà, on verra quand est-ce qu'on y arrivera, mais dans tous les cas... Quand tu parles d'investissement et que tu montres un peu ce que tu fais, même au niveau des portefeuilles et tout, les gens, ils sont pas bêtes, ils savent que tu as de l'argent, mais globalement, tu peux venir toquer chez moi. Tu vas pouvoir embarquer une télé, mais peut-être une montre, et qui n'est pas une montre, toi, c'est celle-ci, c'est la montre de mes 30 ans qui coûte un peu moins de 2 000 €, donc c'est déjà un très bel objet, mais c'est pas une Patek Philippe. Pas une Patek à 50 000. Mais globalement... tu peux pas me prendre grand chose, quoi. Tout le reste, c'est avec des codes ultra T'as pas des sécurisés. cryptos, quoi, encore, ça va. J'ai pas de crypto, c'est vraiment sur des marchés régulés, donc beaucoup de bourses. Et même la crypto, je la détiens, ça c'est un truc qu'on pourra parler peut-être, mais on va plus parler stock picking aujourd'hui, je pense. Mais la crypto, je la détiens à travers un compte titre. Donc j'utilise des ETP pour avoir cette régulation et éviter tous les problèmes qu'il y a pu y avoir avec la crypto. Je suis pas méga fan de la crypto, c'est pas mon actif préféré. Je trouve qu'il y a des avantages, notamment pour la diversification du portefeuille, le dynamisme, et ça apporte une classe d'actifs différente à une allocation de patrimoine complète.
mais je ne suis pas allé sur Binance à chercher la petite crypto ou quoi que ce soit. Je veux juste m'exposer Tu t'en au fous marché, donc de... un ETP crypto qui suit le marché Ouais. crypto, Bitcoin, Ethereum globalement. Ça me suffit largement, tu vois. T'es pas le pro crypto à te dire, moi ce que je veux c'est avoir cette monnaie qui est indépendante, où il n'y a pas d'intermédiaire, etc. Pas du Toi ce tout. que tu veux c'est juste t'exposer vraiment au point financier et donc c'est pour ça. Ouais, Mm. exactement. À la volatilité et c'est à la spéculation sur le fait que les cryptos vont devenir un actif de plus en plus prépondérant dans la sphère financière, quoi. Je pense que c'était une très bonne introduction parce que du coup on a compris que tu es passé de 70 000 à 500 et quelques mille en 5 ans. Bon, c'est pas du tout que grâce à la bourse, hein, comme tu l'as dit, et que tu es hyper transparent sur ça, c'est parce que tu as beaucoup plus investi, mais tu as quand même fait des super performances. Ouais. Et toi, là où tu es un peu plus, du coup, clivant, on en discutait avant en off, de nos jours, tout le monde c'est les extrêmes. Il y en a qui disent, bah non, les ETF, ça a été prouvé que c'est bien mieux la gestion passive en bourse. Du coup, ETF et tout le reste c'est le mal. Et il y en a d'autres qui sont que actions, etc. Toi, je sais que tu es un peu nuancé sur ça, mais tu mets quand même beaucoup en avant le stock picking, donc le fait de choisir des actions et de ne pas s'exposer forcément que à des ETF. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens en fait qui te disent ouais ben regarde il y a des études type l'étude Spiva qui a été menée qui montre que 90% des gérants Mm. actifs qui investissent en actions ils n'arrivent pas à battre le marché à faire mieux que les ETF. Alors pourquoi au final s'embêter et pourquoi investir sur des actions et essayer de chercher les actions? Toi c'est quoi comme ça on Alors, casse d'entrée ce ouais, premier truc. on peut casser le truc. Et en fait, il y a plusieurs questions dans ta question. Donc, on va peut-être repartir de la base avec le fait que je suis nuancé. Euh, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais kiné, parce que du coup, pour mon parcours, moi, j'étais kiné avant. Donc, j'ai fait PACES, concours médecine, patati patata. Et du coup, j'ai fait des études scientifiques. Et j'avais un prof, et je l'aimais pas trop à l'époque, parce que à chaque fin de cours, il disait, tout ce que je vous ai appris dans ce cours, c'est sûrement vrai, mais pas sûr. Il mettait toujours de l'incertitude par rapport au fait que, en fait, il détient pas la vérité, tu vois. Hmm. Et ça, c'est un truc qui m'est resté en mode, oui, les ETF, c'est bien, mais les actions peuvent être bien, les cryptos, ça peut être bien, les SCPI, ça peut être bien. Il y a des avantages partout, il y a des inconvénients à chaque classe d'actifs. Je suis d'accord, ouais. Et je déteste, bon, déjà, les extrêmes dans la vie, j'aime Les pas. dogmes. Et ouais, en investissement, c'est pareil, tu vois. J'ai un peu du mal avec ce discours de il y a que ça. C'est Hmm. pas vrai. Et il y a plein d'avantages aux actions. Alors oui, ça demande plus de temps, ça demande plus de compréhension, ça demande plus d'analyse, mais derrière, tu comprends aussi beaucoup mieux ce que tu as en portefeuille que des ETF où en fait tu es placé sur peut-être 1500 entreprises, dont 1450 que tu ne connais pas. Donc ça apporte une compréhension plus fine, tu es peut-être plus à l'aise avec ton portefeuille, tu as une compréhension peut-être plus large de l'investissement en bourse, de comment fonctionne l'économie. Est-ce que psychologiquement, ça ne peut pas t'aider à tenir aussi quand ça se passe moins bien? Il y a pas d'études qui montrent est-ce que les investisseurs passifs sont si passifs que ça, tu vois? Ouais, bien sûr. Il y a aucune étude qui montre ça. Il y a aucune étude qui montre la performance des particuliers par rapport aux indices, même si je pense que dans la globalité, si tu prends les particuliers qui investissent un peu au doigt mouillé, ben, ils font moins bien que les indices, évidemment. Mais quand tu as une stratégie qui est carrée et que tu fais ton travail d'investisseur, donc tu fais ton analyse initiale et tu suis tes entreprises, et tu essaies d'aller sur des entreprises qui ont du potentiel et à des valorisations intéressantes, alors il y a des chances de surperformer. Hmm. Et tu vois, il y a 4 ans, quand je parlais un peu de ma performance, on me disait, ouais, mais ça fait que 2 ans que tu fais ça. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai mon portefeuille en stock picking et je mets toujours entre 3,5 et 4% au MSCI World, tu vois, Hmm. annuellement. Donc, peut-être que dans 10 ans, ce sera plus le cas. Peut-être que dans 20 ans, ce sera plus le cas. Mais en tout cas, sur les 6 années que j'ai passées et sur lesquelles j'ai investi, j'ai réussi à battre le marché. Alors, du coup, les extrêmes, ben, c'est pas vrai, tu vois, parce que je suis pas plus intelligent que tout le monde sur cette planète. Si j'y arrive, c'est que c'est faisable. Ouais. Parce que j'ai commencé à le faire, j'avais pas les outils que peuvent avoir des investisseurs professionnels, etc. Et pour revenir sur l'étude Spiva, qui du coup est une étude qui est vachement mise en avant par les pro ETF, et encore une fois, les pro ETF, je sais pas ce que tu en penses toi, et je vais te relancer un peu la balle là-dessus avant d'aller sur l'étude Spiva, mais est-ce que les gens qui mettent en avant les ETF sont pas finalement des personnes qui, derrière, Ont tendance à... vendent entre guillemets des ETF? Et Si, donc, également. c'est du marketing. Tout à fait. Plus que peut-être une conviction extrêmement forte comme quoi il y a que ça qui est vrai. Spiva, c'est Standard Poor's. Et ensuite, c'est vrai qu'en France, on pense directement à Trade Republic, etc. Ça, qui ont fait tout leur commerce aussi là-dessus. Ouais, Ouais. effectivement. Bah, les courtiers, même, voilà, il y a des spécialisations même dans les personnes comme nous qui partagent, on a tous un peu nos spécificités. Je pense que
De toute façon, d'une manière générale, les ETF, c'est génial, hein, ça a quand même démocratisé la bourse au 100%. plus grand nombre, etc. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que rien n'est tout noir et tout blanc et que dès qu'il y a une personne qui dit c'est cet investissement qui est le meilleur de tous et tout le reste t'enlève, c'est À que c'est faire. un gros warning pour moi, red flag Ouais, directement. Il y a de la nuance de partout. Le meilleur investissement pour une personne n'est pas pour une autre. Parce que le stock picking, comme tu dis, ça a plein d'avantages, ça peut être plus stimulant, tu peux avoir une meilleure compréhension, etc. Les ETF en ont d'autres, les SCPI en ont d'autres, etc. Et en fonction de ton profil, il peut avoir un investissement plus ou moins adéquat, quoi. Mm. exactement. Et ça, c'est super important. Et puis moi, finalement, je suis pas non plus anti-ETF. J'ai également des ETF, tu vois. J'ai une pondération à 30% ETF, 70% actions. Et la stratégie que moi, je partage et voilà, que je mets en avant, c'est la stratégie que j'appelle SPAC, donc socle passif, avec Mm. un socle passif ultra diversifié à travers des ETF et des actions de qualité. Donc SPAQ, SPAC, socle passif, action de qualité. Si toi, demain, tu as envie de mettre en place cette stratégie, et c'est sûrement en fait ce que tu fais aussi, Ouais, mais tu peux avoir 80% passif, 20% action. ouais. Ça reste la même strat. C'est juste que tu vas l'adapter à toi, à ton profil et à tes convictions et au temps que tu as envie d'allouer à la partie active de ton portefeuille, tu vois. Mais au Mm. moins, ça t'ouvre le champ des possibles. Et c'est ce que j'essaie de partager à travers mes réseaux, à travers ce que je fais, voilà, ouvrir les yeux sur plein de trucs, développer des compétences sur différentes classes d'actifs et ensuite adapter en fonction de vous, de votre profil, de votre temps à dispo et construisez-vous une stratégie qui vous convient à vous, quoi. Et ton objectif, est-ce que c'est vraiment l'objectif que tu as en tête chaque année en te disant, du coup, là, par exemple, on commence l'année 2026 au moment où on enregistre cette vidéo. Est-ce que c'est de te dire, allez, encore une année de plus, il faut que je batte le marché, quoi. Est-ce que c'est l'objectif principal? L'objectif chiffré, finalement, c'est ça. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt de choisir des actions. Mis à part la stimulation intellectuelle de choisir des actions, oui, c'est cool, mais bon, au pire, tu peux faire le truc de ton côté. Tu n'es pas obligé d'acheter des actions Mm. pour être stimulé intellectuellement. Donc, les ETF, ça peut être très bien. Donc, oui, la finalité chiffrée, c'est d'essayer de battre le marché. Maintenant, battre le marché tous les ans, c'est impossible. Moi, j'ai battu le marché de 3,5% à 4%, ça varie évidemment, entre mi-2020 et à peu près aujourd'hui. Donc environ 5 ans et demi. Il y a des phases pendant ces 5 ans et demi où j'ai sous-performé. Et il y a des phases où j'ai surperformé. Par exemple, en 2022, mon portefeuille, il a fait moins 5,9 et le marché avait fait entre moins 13 et moins 14 au niveau du S&P 500 et au niveau du marché mondial. Donc là, j'avais largement surperformé parce que mon portefeuille avait beaucoup mieux résisté. Et l'année d'après, j'avais sous-performé un petit peu, mais finalement, j'avais sous-performé que de 2 ou 3 points. Donc par rapport à mon année 2022, voilà. Donc en fait, c'est plus par escalier. Il faut accepter qu'il y a des phases où tu ne peux pas surperformer tout le temps. Et globalement, la finalité, moi, c'est à chaque fois que j'appuie sur le bouton acheter une action, c'est est-ce que je suis à l'aise avec ce que j'ai acheté? Est-ce que je comprends ce que j'ai acheté? Est-ce que ça rentre dans ma stratégie? Et du coup, j'ai beaucoup plus une vision un peu comme dans un business, tu vois, c'est input, output. Tu peux contrôler les inputs, donc c'est ce que tu vas mettre dans la machine, on va dire, l'analyse que tu vas faire, tout ton process de décision qui va t'emmener à acheter telle action ou tel ETF, peu importe, mais sûrement, voilà, telle action. Ça, tu le contrôles. Et si ça valide tout ma checklist, tous mes critères, et que à ce moment-là, c'est une bonne décision, le résultat derrière, il peut y avoir des paramètres que je ne contrôlais pas à ce moment-là, il peut y avoir des changements au niveau politique et tout, et le résultat, finalement, je le contrôle en partie, mais pas tant que ça. Tu vois, il y a aussi des aléas, la volatilité, euh, l'économie mondiale, la géopolitique qui peuvent influer. Donc l'idée, c'est que à chaque fois que j'appuie sur le bouton acheter, ça colle à ma stratégie, je sais pourquoi je le fais, je suis à l'aise avec ça, et ça rentre dans la stratégie de portefeuille, quoi. Petite parenthèse très rapide pour dire que si tu apprécies cet épisode et le contenu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et si tu m'écoutes sur Spotify, n'hésite pas également à mettre 5 étoiles, c'est ce qui permet au podcast de continuer d'avancer. Un grand merci à toi pour ton soutien et on reprend tout de suite. C'est quoi ta répartition aujourd'hui, toi du coup au global entre ETF et actions par exemple? 30% ETF, 70% actions. Ok, À donc peu t'es près. beaucoup plus action. Ouais. Et est-ce que ça, je fais volontairement l'avocat du diable parce que c'est peut-être ce qu'une personne te dirait. Est-ce que tu penses pas que sur les dernières années, tu as super formé parce que peut-être sur tes actions, tu es plus exposé à des actions tech, parce que c'est celles qui ont le mieux marché, et que en cas de grosse baisse de la tech, du coup, tu serais beaucoup plus exposé qu'à une personne full ETF, quoi. Ouais, c'est possible, mais après, une action de qualité pour moi, je regarde pas vraiment les secteurs. Pour être très honnête, la sectorisation des 11 secteurs avec les différentes entreprises en bourse, pour moi, c'est du bullshit parce que Il y a des secteurs qui Amazon peuvent aujourd'hui, disparaître, etc. ouais, puis Amazon, ils font de l'e-commerce, ils font de la logistique, ils font du cloud, ils font de l'IA, ils font de la robotique. Tu les mets où? Tu les mets dans la tech, tu les mets dans la consommation discrétionnaire, tu les mets dans Google, ils sont dans le secteur de la communication.
Mmh. Alors qu'ils font, OK, ils ont une grosse partie pub, mais ils ont aussi du cloud, ils ont aussi, des voitures autonomes. Tu te dis pas, du type, «Ouais, j'ai des entreprises résilientes», du type, je sais pas, les Walmart et cetera, parce que, ça, même s'il y a une grosse crise, la consommation, de produits, ça sera toujours essentiel. Des entreprises pétrolières pour ça, des entreprises, des banques pour ça et Ouais. cetera. Tu essaies pas de te dire: «Ouais, je fais un portefeuille qui est un peu anti-crise», en fonction de toutes les étapes du marché, quoi? Non, parce que mon portefeuille action a pour vocation à aller attirer de la performance OK. et il y a une corrélation très forte entre la performance des actions et des business et la performance en bourse, à Mmh. long terme, notamment. Donc, je cherche des entreprises qui valident des critères bien précis, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Donc ça peut être, une certaine croissance, certaines marges, une certaine rentabilité, mais aussi, un avantage concurrentiel, fort, un management, excellent, des clients satisfaits. Bref, tout le truc qu'on peut analyser sur une boîte et mon but, c'est d'aller chercher de la performance. Donc mon but, c'est d'aller chercher des actions de très, très bonne qualité. Ça, c'est le but des actions et après, justement, la stratégie SPAC, l'objectif, c'est d'avoir aussi une partie ETF qui va me permettre d'être diversifié et si jamais le marché chute, effectivement évidemment, mon portefeuille ETF va chuter aussi, mais il va faire tampon. Parce que mon portefeuille ETF, tu vois, avec toutes les stats que j'ai sur 6 ans, il est beaucoup moins volatile que mes actions. Mmh. Moins performant, mais beaucoup moins volatile et mes C'est actions souvent corrélé, hein. exactement et du coup, donc ce qui fait que j'ai un portefeuille aujourd'hui où par rapport au S&P 500 notamment et au MSCI World, j'ai une performance supérieure, mais une volatilité plus faible. Grâce à le pôle ETF et le pôle action et en fait, ça c'est quelque chose aussi, qui est trop important et qui est trop pas assez mis en avant, c'est qu'une stratégie, c'est global. C'est pas tu as un portefeuille ETF et tu as un portefeuille action, c'est tu as un portefeuille, en bourse de type actif-action, tu vois? Donc il faut que tu aies une cohérence entre ton portefeuille ETF et ton portefeuille action. Si sur mes actions, je suis très aux US, par exemple, sur des entreprises tech, bah, mes ETF vont peut-être plus m'exposer à des marchés émergents, à, de l'Europe, à, de l'or, par exemple. C'est le cas, toi? Du coup, tu Ouais, fais comme ça? exactement OK. et du coup, par exemple, si tu prends que mon portefeuille action, je suis très, très, US, je vais être quasiment à 90. Alors quand tu regardes mon portefeuille global, finalement, je suis comme le world, je suis à 70 US et ensuite j'ai une diversification beaucoup plus large. Mmh. Donc il faut voir l'ensemble, quoi. Donc le rôle des 30 d'ETF, c'est, justement jouer, ce rôle de la diversification. Et ensuite, il y a un point qui est assez intéressant, parce que je pense que là, c'est bien de directement apporter de la nuance là-dessus. Parce que dès qu'on dit stock picking, on imagine directement de se dire, «OK, il y a eu par exemple, la crise au Venezuela, tu as vu une opportunité, dans une semaine tu revends» et cetera. Ou Oui. tu fais un peu du trading en quelque sorte, même si c'est pas du trading très court terme. Alors que toi, je sais que c'est pas le cas. Toi, le but, c'est que tu as quand même la même vision qu'un investisseur en ETF qui achète tous les mois sans vendre et cetera. Donc c'est buy and hold, Ouais. mais du coup, quand tu achètes tes actions, tu as pas vocation à les revendre sur le court terme, mais tu achètes quand même des actions. Donc à quel moment tu achètes? Quand tu sais, est-ce que tu investis tous les mois en DCA en te disant: «Tous les mois, j'investis, 2 000 € par mois et j'investis sur la meilleure action du moment», Mmh. ou est-ce que tu répartis entre tes actions? Comment tu gères tout ça? Hem, alors au niveau de mes investissements, comment est-ce que je procède? J'investis tous les mois, mais je fais pas du DCA. Parce que ça, c'est une grosse erreur que je vois très souvent, c'est, les investisseurs, néo-courtiers type Trade Republic avec les plans d'investissement programmés. C'est une fonctionnalité géniale pour les ETF, Mmh. mais c'est une énorme connerie pour les actions. Ouais, pour les actions, je suis Parce d'accord. que la valorisation est extrêmement importante quand tu vas sur une seule action, parce que sur une seule action, tu as beaucoup plus de risques spécifiques. Donc si tu prends le risque de l'acheter trop cher, ton couple entre la performance potentielle que tu peux avoir et le risque que tu prends, Mmh. il est déséquilibré. Et du coup, quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends? Bah, en réalité, c'est la même décorrélation entre la performance potentielle que je peux avoir et le risque que je prends. Mmh. Donc, je vais acheter des actions qui sont de très, très bonne qualité, sur lesquelles j'ai fait, une analyse qui est poussée, hein. Je passe entre 25 à 40 heures en fonction des business pour analyser une entreprise, pour vraiment, bah, voilà, la connaître sur le bout des doigts et bien comprendre les risques qu'il y a autour et accepter les risques de cette boîte-là au moment où je l'achète, parce qu'il y a aucune entreprise où il y a zéro risque, ça n'existe pas. Mais il faut les connaître et les accepter dans ta thèse d'investissement et ensuite, la valorisation. Exemple, on a parlé tout à l'heure, Google, c'était pour moi une excellente entreprise qui, au moment du mois de mars-avril, avait un procès, tu sais, par rapport au Google Search, Google Chrome, etc., pour séparer l'entreprise Le entre démembrement, ouais. exactement deux entités. Finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, il y avait une narrative hyper négative sur Google à ce moment-là. Le prix était vachement intéressant à mon sens.
Donc là, il y avait pour moi un upsell positif vachement important. Donc là, j'ai chargé très fort et finalement, j'ai fait quasiment 100% en un an, même pas. Et Google, pour moi, aujourd'hui, sa valorisation est beaucoup plus élevée que ce qu'elle était au moment où j'ai acheté. Donc je Là, tu n'achète l'achèterais pas, là. non, là aujourd'hui, j'achèterai pas. Hmm. Mais c'est pas pour autant que je vends. Parce que pour moi, Google reste une très très belle entreprise et sa valorisation va continuer de grimper si son business continue d'évoluer. Parce qu'il faut pas oublier non plus qu'une entreprise évolue et qu'une valorisation à un instant T, c'est une valorisation à un instant T. Mais si tu la projettes dans 5 ans, si elle fait beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de croissance, beaucoup plus de marge, etc., la valorisation d'aujourd'hui sera sûrement très faible par rapport à ce qu'elle. Hmm. Enfin, le rapport entre le prix et la valorisation sera voilà, très faible par rapport à ce qu'il pourrait y avoir dans 5 ans, quoi. Donc, ton objectif, c'est vraiment de te dire, là, j'ai cette entreprise, par exemple Google, et cetera, je l'ai analysée, je sais qu'elle est ultra qualitative, bonne marge, très bons fondamentaux, et cetera. Elle vaut très cher à l'instant T, je la garde un peu en watchlist et si un jour, il y a une narrative un peu court-termiste comme tu dis, par exemple parce qu'il y a eu, un petit scandale, un truc comme ça, qui crée une baisse de l'action, là, je me dis: «C'est que court terme, moi je suis long terme, c'est un bon moment de rentrer dans cette action qualitative» et hop là et je ferai peut-être pareil sur une autre après, quoi. C'est ça. LVMH, par exemple. Il y a LVMH, plein de ASML et tout personnes ça. qui ont acheté LVMH entre 700 et 800 euros. Ouais. Moi, j'ai acheté à 460. Pareil que toi. Il y a 2 beaux coups que j'ai fait comme ça et comme je t'ai dit en 2025, moi, c'est LVMH et ASML Ouais. et comme tu dis, c'est vrai que c'est que des narratifs court terme. C'est LVMH, il y avait la guerre commerciale, notamment avec la Chine, et pour la première fois, LVMH avait aussi sorti ses résultats trimestriels, je me souviens et ils étaient, allez, pour la première fois en petite baisse de croissance et tout le monde a dit: «Eh, c'est la fin d'LVMH, Ouais. l'Asie, c'est terminé» et cetera, alors que, l'action était à 800 avant, là, elle était à 400 et quelques, et au final, c'était que du court terme. Donc je suis d'accord qu'il y a quand même ces petites opportunités comme ça, mais du coup, ça demande quand même de, à la fois avoir cette analyse long terme qualitative Mm. et à la fois avoir quand même le nez dans la géopolitique, la macroéconomie, etc. pour détecter un peu les moments où on se dit, à quel moment tu te dis, en fait, quand LVMH ça passe de 800 à 400, tu te dis, à quel moment tu te dis, là, c'est vraiment juste un truc court terme, ou à quel moment, en fait, c'est un truc, un phénomène long terme et tu rachètes juste un couteau qui tombe, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est un travail d'investisseur qu'il faut faire et qui est trop peu fait. C'est que quand tu achètes une entreprise, Mhm. tous les trimestres ou tous les semestres pour LVMH et les entreprises françaises, tu as des résultats qui sortent. Donc des rapports trimestriels ou des rapports semestriels et ensuite des rapports annuels. Ton boulot en tant qu'investisseur, c'est de suivre l'entreprise parce que l'analyser une fois, c'est bien, mais il faut faire le travail d'analyse régulière parce qu'une entreprise peut avoir une très bonne trajectoire en 2024 et en 2025, la trajectoire ralentit, il y a un truc qui déconne et si tu ne le suis pas, tu ne le sais pas, tu ne comprends pas pourquoi ça chute. Donc il faut faire ce travail-là et ensuite, il faut avoir une thèse d'investissement très forte. Par exemple, LVMH, ça pourrait être, je crois au luxe. LVMH est un acteur qui est très diversifié au niveau du luxe avec des marques très fortes. Ils ont, du coup, c'est un leader, hein, c'est la boîte de luxe qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde. Ils sont un peu moins premium que Hermès, mais par contre, Très ils, ont, diversifié. ils sont ultra C'est diversifiés. un Et donc, ETF, hein. voilà, exact, ouais, c'est un ETF du luxe. Et Mm. globalement, ma thèse, ça pourrait être de dire que le luxe reste et restera quelque chose qui attire les nouveaux riches, les personnes qui ont envie de se faire plaisir, et que ce sera sûrement le cas. C'était le cas il y a 30 ans, c'était le cas il y a 20 ans, c'était le cas il y a 10 ans. Euh, voilà, on est dans un monde capitaliste. Mm. Globalement, les gens bossent pour gagner leur vie et il y a des personnes qui ont envie de plus gagner que les autres et de le montrer et machin bidule. Est-ce que LVMH va arrêter de vendre des sacs à main demain? Je pense pas. Ok. Donc, j'ai ma thèse. Maintenant, imaginons, on rentre, je sais pas, dans une énorme récession, il y a plus de riches, le monde devient communiste et plus de richesse, on partage tout. Là, ma thèse d'investissement, elle est complètement capoute. Genre, vraiment, ça tient plus debout. Donc, à ce moment-là, là, oui, je vais vendre, tu vois, parce que ce pourquoi j'ai acheté n'est plus la réalité actuelle de la boîte. T'as déjà vendu des boîtes, du coup? Ouais, et j'ai pas forcément tout le temps vendu pour ça, mais il peut y avoir aussi, moi je vends s'il y a une décorrélation, et c'est assez rare hein, finalement, entre les fondamentaux, en tout cas l'évolution des fondamentaux et l'évolution du prix. Exemple Apple. Apple, j'ai vendu parce que le prix est en train d'exploser à la hausse. J'ai vendu à 270 $ à peu près, donc ça faisait que monter. Alors que Apple, ça fait 2 ans qu'il faisait quasiment plus de croissance. Donc là, ça s'est relancé avec l'iPhone 17 et tout. Mais moi, en tant que fondamentaliste et voilà, en analysant des boîtes, on se rend compte qu'il y a une forte corrélation entre l'évolution des bénéfices et l'évolution du prix de l'action. Les bénéfices est en train de légèrement chuter, en tout cas de bien ralentir depuis 2 ans, et l'action s'envole. Donc là, tu vois, tu as une décorrélation entre l'évolution des fondamentaux et l'évolution du prix
qui, encore une fois, si tu mets ta petite échelle risque et performance possible, bah, là, il y a plus de risques ou trop de risques Mmh. que de performance possible. Donc, je préférais récupérer mon capital sur Apple. J'ai fait une très bonne plus-value dessus et je l'ai réalloué ailleurs. Parce que là, quand on t'écoute sur tout ça, on se dit que waouh, ça doit demander quand même beaucoup de temps, et cetera. Tu as dit, 40 heures des fois pour analyser, Ouais, ça, c'est une moi, hein. boîte. Mais, après d'un autre côté, effectivement, c'est beaucoup plus stimulant parce que au lieu d'investir juste sur un ETF lambda, tu comprends le monde, quoi. Parce que tu Ouais, comprends les entreprises, tu comprends l'économie, tu comprends la finance, tu sais comment ça fonctionne. Tu comprends aussi je trouve que c'est une bonne porte d'entrée un peu vers l'entrepreneuriat parce que si tu comprends ce qui fait qu'une entreprise marche ou marche pas, bah, après potentiellement tu peux l'appliquer. Mais c'est pas le truc totalement passif, pour, le mec qui se dit: «Ouais, non. juste, je laisse tourner, quoi». Faut avoir un minimum d'appétence pour la gestion financière, la gestion de patrimoine et la compréhension de ce que tu vas avoir en portefeuille. Mmh. Si tu veux faire du stock picking. Si tu veux faire du stock picking uniquement pour acheter des actions et copier ce qui se fait, je pense que c'est pas forcément super intéressant. Moi, tu vois, les gens que j'accompagne, la plupart du temps, c'est développer et déjà mettre en place tous les types d'actifs, donc gestion de l'épargne court terme, mettre en place un portefeuille ETF, socle passif, très long terme, très diversifié. Ensuite, on peut mettre en place des SCPI et d'autres choses, de l'or, etc., des cryptos, enfin voilà, faire une grosse base d'allocation de patrimoine. Et ensuite, le stock picking peut venir dynamiser la partie bourse. Mmh. Et en fait, Heu, moi, le but des personnes que j'accompagne, c'est qu'ils comprennent toute la méthodologie d'analyse. Donc ils ont, toute l'explication de comment je fais et ensuite il y a ceux qui le font parce qu'ils ont le temps et ceux qui vont utiliser le travail que je leur mets à disposition pour le lire, pour comprendre, pour en fait, profiter de toute la synthèse et des heures de travail que je fais. Ouais. Et c'est pour ça aussi que les gens viennent, je pense, dans mon accompagnement parce qu'ils ont pas le temps et ça les intéresse, mais ils peuvent pas faire tout le travail que je fais moi, tu vois? Je te vends aussi, ouais, comme on disait tout à l'heure, un peu comme, du coup, je ne sais même pas comment on appelle ça, mais c'est, aussi je tu fais le tra un analyste, tu Un fais le analyste, travail, ouais. tu fais, la veille, quoi. Tu fais Ouais, la c'est veille ça. pour les personnes, quoi. Mais OK. par contre, je fais pas de recommandations. C'est juste, vous avez, mon analyse, je fais le suivi des boîtes pour vous. Vous avez également la valorisation, en tout cas le calcul de la valorisation comme je le fais moi et ensuite, ben voilà, vous avez des entreprises de qualité à des valorisations intéressantes et faites votre travail, vous avez appris à le faire. Donc regardez, l'entreprise, analysez-la, comprenez-la et si vous êtes à l'aise avec et que la valorisation est bonne, achetez-la. Mais du Mmh. coup, c'est pas du copier-coller, quoi. Ce qui est très différent du copy trading, effectivement, qui est une véritable connerie parce Ah que ouais, ouais, si 100. tu copy trades, bah, le portefeuille d'une personne qui a absolument pas le même profil que toi, les mêmes choses, et cetera, ça ne sert, totalement à rien et d'ailleurs, c'est pour ça que, des fois, il y a des personnes aussi qui disent: «Oui, si tu montes ton portefeuille et cetera en bourse, les gens vont le copier». Bah, s'ils le font, c'est qu'ils ont pas compris la philosophie parce que, bah, c'est le meilleur investissement pour toi n'est pas forcément le meilleur investissement pour moi, qui n'est pas forcément le meilleur investissement pour un autre. Et le Ouais, timing, le le timing, et le timing n'est cetera. pas le même. Moi, mon portefeuille, des fois, je le montre parce que finalement, j'ai pas beaucoup d'actions, j'ai 13 actions. Donc c'est assez peu. Mais en fait, si aujourd'hui, moi, je te montre que j'ai Google dans le portefeuille, bah, si tu achètes Google maintenant, tu auras pas du tout le même résultat que moi, tu vois? Même, ASML, LVMH, et Ouais, cetera, comme on parlait effectivement. Si on prend par exemple, LVMH, d'ailleurs sur le premier point de la valorisation, à quel moment tu te dis, «Là l'entreprise elle a un prix intéressant, là elle est sous-évaluée» et est-ce ouais, que un peu à la Warren Buffett, tu gardes toujours cette notion de marge de sécurité ouais, bien en sûr. disant qu'il faut que, bah, du coup le prix d'action soit, 10 20 en dessous de la valeur qu'elle devrait avoir, quoi? Ouais, donc j'ai 2 types de calculs. En fait, je fais un calcul avec, il y a plein de façons de calculer la valorisation d'une entreprise. Tu peux pas faire ça avec les ratios, donc le PER qui est le plus connu, tu as le PEG qui compare le prix par rapport à la croissance aussi de la boîte et cetera. Donc tu as plein de ratios. Tu peux regarder l'historique, tu peux regarder, l'historique du rendement sur les cash flows, du, rendement, des dividendes et cetera. Donc il y a cette première solution où en fait, je vais récupérer plein de valorisations, les calculer et faire une moyenne en gros des valorisations, entre les différents sites que je paye pour, avoir une moyenne de prix juste. Type, Guru Focus, et cetera, Ouais, là? ouais exactement, Guru Focus, genre, Ouais. Morningstar, enfin moi je paye quand même pas mal d'outils pour, Guru Focus, c'est cher, il me semble, hein? ouais mais Guru Focus, petit tips de pirate. Oui, je le fais aussi, La tu peux. navigation privée et c'est relou parce que bon, tu dois à chaque fois quitter et cetera, mais bon, quand tu as que quelques entreprises à suivre, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. Et si tu as plusieurs comptes Google aussi, moi je sais que j'ai plusieurs comptes Google, je change de compte Google, Ouais, ça hop, ça et en relance. attendant ça, oui, parce que on n'est pas des gros rats, je tiens à dire, parce qu'on Non, a non, énormément de logiciels, ouais. mais Guru Focus, pour le coup, je pense, c'est plusieurs milliers d'euros par an en plus, hein, donc Si tu veux toutes les licences pour avoir, US et Europe au minimum, ouais, hmm, c'est plusieurs milliers d'euros, ouais. C'est ouais. très cher. Parce qu'autant moi j'ai pas mal de logiciels, mais bon, au bout d'un moment, il y en a, il Oui, faut oui, non, pas, faut pas faut pas abuser, abuser. quoi. Ouais, Sachant qu'il y a des logiciels à 10 balles qui sont très bien. ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a cette première façon et du coup, je, enlève 10 du coup pour avoir une marge de sécurité
et je retranche par rapport à la qualité de la boîte. Donc, il y a des boîtes que j'estime vraiment, on va dire, 10 étoiles sur 10, tu vois. Mhm. Bah, je vais leur laisser un petit premium. Je vais pouvoir les acheter potentiellement un peu plus cher parce que je suis pas le seul à le voir. J'estime encore une fois, on met de la nuance et je suis pas le plus grand des génies et je vois pas des trucs que personne ne voit. Donc, les entreprises de très très bonne qualité, je suis pas le seul à savoir qu'elles sont de bonne qualité. Donc, on accède parfois un peu plus et les entreprises sur lesquelles il y a parfois un peu plus d'incertitude, là, je vais serrer un peu plus la vis Ah, ok. pour ne pas leur laisser trop de marge de manœuvre. Donc ça, c'est la première façon. Et ensuite, la deuxième façon, c'est de calculer le prix futur par rapport à l'évolution, la croissance future attendue. Tu fais un DCF, un petit peu comme en Ouais, finance? type DCF, mais en gros, par exemple, tu peux prendre En fait, tu fais un calcul entre le prix actuel, le PER attendu dans tant d'années, tu vois. Donc, par exemple, imaginons qu'une entreprise ait un PER de 22, mais que sa moyenne est un PER de 25 sur Mhm. les 10 dernières années, qu'elle a également une très bonne croissance. En fait, si tu aujourd'hui un PER de 22, que l'entreprise va faire 10% de croissance sur les prochaines années et qu'elle revient à son PER moyen, donc elle gagne 3 points de valo, tu as à la fois la partie croissance de bénéfices qui va tirer la boîte vers le haut et en plus la valo qui va la tirer vers le haut aussi. Mhm. Donc, en fait, tu peux calculer un pourcentage de rendement théorique comme ça. Et donc, ça t'évite de faire Ouais. des erreurs. Bah, c'est pas mal et d'ailleurs, là, on a abordé pas mal de points techniques, mais pour clarifier sur ça, d'ailleurs, ça, c'est des méthodes qui sont utilisées notamment par les banques d'affaires quand elles vendent ou rachètent une boîte. Type, on appelle du DCF qui veut dire Discounted Cash Flow, où Ouais, en fait, on regarde combien l'entreprise génère de trésorerie à l'instant T et par rapport à sa croissance, etc., on essaie d'estimer combien elle va générer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et du coup, en fonction de ça, combien elle vaudrait si elle continue comme ça dans 5 ans et quel taux de rentabilité ça fait. Et c'est comme ça d'ailleurs que les banques d'affaires déterminent à quel prix se vend une boîte ou se rachète. Et toi et d'autres investisseurs actifs, vous utilisez le même raisonnement pour vous dire, OK, d'après la valeur projetée dans 5 ans, bah, si elle vaut vraiment ce prix dans 5 ans, ça va faire tant de pourcentage de rentabilité par an. Et ouais, donc, du coup, ça rentre dans mes critères, quoi, c'est ça? c'est ça. Mais faut quand même faire attention à ça parce qu'il y a des études. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mhm. Au-delà de 2 ans de projection, les analystes se foirent. Parce qu'en fait, tout ça, c'est basé sur la projection des analystes. Donc, que l'entreprise va faire 12% de croissance l'année prochaine Ce qui est hyper et dur à savoir. 14% de croissance Mhm. l'année d'après. Sur 2 ans, les analyses sont quand même assez précis. Mais au-delà, ça devient le sbeul. Mhm. C'est très compliqué. Il y a plein d'erreurs. Donc, en fait, tes calculs, ils sont faussés. Donc, c'est pour ça que même quand tu fais un calcul comme ça, prends une marge de sécurité toujours, tu vois. Mhm. Moi, je préfère acheter moins d'entreprises qui sont vraiment de très très bonne qualité, le top 1% à des valos intéressantes et me concentrer sur ça parce que c'est voilà, mon champ de compétences et je suis à l'aise avec ça, je comprends et à chaque fois que j'appuie sur le bouton, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça colle à ma stratégie et je sais pourquoi je le fais, plutôt que voilà, aller estimer des croissances trop élevées pour des boîtes qui sont peut-être un peu middle et te dire qu'en fait, il va y avoir une opportunité de fou sur celle-ci, si elle fait ça, si tu vois, Mhm. avec des si, toutes les boîtes du monde sont intéressantes. Ouais, non, très clairement. Et du coup, il y a un point sur ça qui est quand même assez intéressant. Si on regarde, tu as parlé du PER, le Price Earning Ratio, qui Mm. compare le prix de l'action à ses bénéfices. Et il y a le PER du S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. On regarde quel est le PER moyen, Ouais, donc en moyenne, combien valent les entreprises du S&P 500 par rapport à combien elles font de bénéfices. Et si on regarde aujourd'hui, le PER moyen du S&P 500 est plus élevé qu'il l'était en 2001, avant la bulle Internet, avant l'explosion. ouais. Et du coup, quand tu regardes ça, est-ce que tu te dis, bah, en suivant ta stratégie, qu'est-ce que tu achètes en ce moment? Parce que tu as l'impression que tout est hyper cher, que tout est survalorisé. Et est-ce que tu arrives toujours à trouver des entreprises qui répondent à tes critères, quoi? Alors, du coup, ben, je suis plus à l'aise à acheter des entreprises que le S&P 500 parce qu'en fait, il y a des entreprises sur lesquelles les valorisations sont plus intéressantes que le S&P 500 dans sa globalité, D'accord, ok. premièrement. Et deuxièmement, je te pose une question. Est-ce que tu penses que c'est le S&P 500 qui est trop valorisé aujourd'hui ou est-ce que tu penses que c'est la moyenne du PER qui est trop basse Hmm. par C'est une très rapport à bonne la question. croissance de toutes les boîtes qu'on a de tech, d'IA, Ça, de c'est un semi-conducteurs? bon point. Parce que moi, je trouve que les personnes, et ça, c'est l'erreur que font en finance, en économie, se basent sur les performances passées pour préjuger les performances futures en se disant, historiquement, sur les 100 dernières années, une entreprise qui a un PER acceptable, c'est ça. Sauf que l'entreprise de 1950 qui était dans l'industrie du textile, etc., ça n'a rien à voir en termes de gain de productivité et de moyens de productivité par rapport aux nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui avec l'IA qui peut remplacer des dizaines d'humains, etc., Ouais. et qui permet d'avoir des croissances inimaginable par rapport à ce qu'on pouvait imaginer à cette époque-là. Et donc, du coup, ça change totalement les métriques.
Et après, est-ce qu'on se trompe et qu'en fait, il va y avoir une giga crise, ou est-ce qu'on se trompe pas? Bah, ça, personne ne peut le savoir. Bah, Mais je une suis crise, d'accord. Ouais. il y en aura, c'est sûr. De toute façon, il y en a toujours eu Ouais. et il y en aura encore. Mais on fait beaucoup plus de croissance, on fait beaucoup plus de marge avec beaucoup moins de coûts. Heu, Globalement, on n'a pas la même, économie aujourd'hui que celle qu'on avait il y a 20 ans. Donc comparer, c'est un peu comparer des torchons et des serviettes, tu vois? Hmm. Ça a plus grand chose à voir. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est un point extrêmement intéressant de pas juste voir les chiffres et rester bloqué sur des métriques en se disant, bah, alors ça, c'est le pire truc que je peux voir. Une personne qui dit, oui, bah, dans un livre, j'ai vu que si l'entreprise a un PER supérieur à X, bah, ça veut dire que c'est pas une bonne entreprise. Si c'est inférieur à X, ça veut dire que c'est une bonne opportunité. Peut-être que ton entreprise, elle a un PER bas, justement parce que personne ne la veut, que c'est pourri. Alors Ouais. que peut-être qu'elle a un PER ultra élevé et que tu te dis par rapport à ton livre que c'est pas bien, mais en fait, par rapport à sa croissance, c'est très bien. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est bien de ne pas rester basé sur des métriques, mais c'est quand même des questions qu'on peut se poser. Et en ce moment, bah, c'est du coup, vu que c'est un peu du nouveau, c'est là où tu peux te dire, ouais, bah, là, est-ce que je l'achète cette entreprise qui a un Où est-ce qu'on est, PER quoi? de... Ouais, où est-ce qu'on en est, Où quoi. est-ce qu'on en est? Ça, c'est dur et du coup, Hmm. je rebondis, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est en gros que toute l'analyse sur les entreprises, on le fait sur des données passées, mais c'est pour s'assurer que les entreprises vont continuer de faire la même chose dans le futur et potentiellement avoir de la croissance. Hmm. Donc, on analyse que des datas voilà, des comptes de résultats, des bilans, des tableaux de trésorerie des années N-1, des trimestres qui sont passés, etc., etc. On analyse le business pour comprendre comment est-ce qu'elle va grandir, quelles sont les perspectives d'avenir, quels sont les risques. Mais tout ça, en fait, c'est s'assurer que l'entreprise à l'instant T est de bonne qualité et qu'elle est d'assez bonne qualité pour continuer d'avoir cette qualité-là le prochain trimestre, la prochaine année, etc., etc., tu vois, parce que c'est finalement ça qu'on cherche. Donc, c'est vachement paradoxal parce que quand on analyse une boîte, on analyse toujours ce qu'il y a derrière et donc la valorisation, on va la comparer par rapport à ce qu'il y a derrière, alors qu'en fait, on devrait plutôt réfléchir macro, tu vois, en mode, cette boîte-là, où est-ce qu'elle peut aller? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je prends l'exemple souvent de Uber, là, c'est une boîte que j'ai achetée récemment et que je trouve super intéressante parce que Uber, a remplacé le mot taxi, tu vois? C'est: «Je prends un Uber». Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais Non, non, et non. aussi attention, parce que j'ai un petit décalage quand même des fois quand je pense ces vidéos, donc peut-être qu'au moment où les personnes regardent, le beurre Oui, n'est plus oui, non, forcément aussi non, intéressant comme voilà, tu me disais comme, justement. Google, comme ASML, comme toutes les boîtes qu'on Oui. a citées, dans tous les cas, c'est pas forcément le bon moment, donc à vous de faire le travail. Ouais. Mais en gros, c'est devenu un mot de langage, tu vois? On prend un Uber, on prend plus un taxi Ouais. et Uber, en fait, quand tu te projettes, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui met en relation des pros, donc de la mobilité, notamment les taxis et pour, la partie, food, donc tout ce qui va être, livraison à Uber domicile, Eats. avec des particuliers. Mais qu'est-ce qui les empêche demain d'aller sur, d'autres marchés de type, service à domicile, de type, Je voulais lancer dans la pharmacie, il me semblait d'ailleurs. ouais, mais en Livrer les fait, médicaments, et en cetera, ils ont une ouais. app avec des millions d'utilisateurs, avec énormément de données, un algorithme qui s'entraîne sur, des millions et des millions de transactions et de données. Qu'est-ce qui les empêche, tu vois, d'aller faire plus? Et ça, c'est des visions, en fait, qu'il faut essayer de toi, en tant qu'investisseur, Mmh. d'anticiper, de qu'est-ce que peut faire la boîte, quoi. Il y a aussi une thèse de conviction alors, derrière et bah, d'ailleurs, tu nous parlais de ton analyse. Si on prend, Uber ou LVMH, n'importe, on a compris comment tu analysais la valorisation, le prix. Comment tu sais qu'une entreprise est de qualité? C'est quoi tes critères? Ouais. Alors, premièrement, j'ai des critères quantitatifs. Donc quantitatif, ça va être, la croissance, ça va être la profitabilité. En croissance, on va retrouver le chiffre d'affaires, le bénéfice, la trajectoire de la croissance aussi, c'est très important pour moi. Par exemple, je compare toujours la croissance à 5 ans par rapport à la croissance à 10 ans. Donc la moyenne de croissance à 5 ans par rapport à la moyenne de croissance à 10 ans. Et si la moyenne de croissance à 5 ans est supérieure à la moyenne de croissance à 10 ans, ça traduit que l'entreprise est en train d'accélérer parce qu'elle a plus de croissance sur les 5 dernières années que sur les 5 d'avant, tu vois? Mmh. Donc ça, c'est positif. Mais si c'est l'inverse, elle a beau avoir une très bonne croissance, bah, en fait, elle est en train de, tu vois, elle est en train de passer le bottom, quoi, Ouais. le top. Donc il y a des critères comme ça que je vais regarder, les marges, tous les ratios de rentabilité, l'endettement aussi. Et il y a, une forte corrélation, notamment sur la croissance et la rentabilité avec la performance future des actions. Donc ça, c'est des critères que je regarde beaucoup. Et ça, c'est simplement 10 du taf et c'est un filtre. Ça me permet d'éviter les boîtes, bancales avec, voilà, qui sont pas profitables, qui, font pas de profit et vraiment que je veux absolument éviter. Ça me permet d'avoir un cadre, pour, analyser des actions et ensuite, c'est là où je passe le plus de temps, ça va être, poser plein de questions sur l'entreprise que je me pose moi, hein. Donc quelle est son activité? Qu'est-ce qu'elle vend? Qui sont ses clients?
Est-ce que les salariés qui bossent dans la boîte sont contents? Est-ce que les clients sont satisfaits? Peut-être de l'IA pour tout ça ou tu cherches, t'as des Ouais, sources sur internet? j'ai des sources, alors je fais IA, je fais des articles, je fais les rapports annuels, je fais les rapports trimestriels, j'essaie de remonter dans le temps pour voir aussi l'évolution de la boîte. C'est vraiment, je fais des rapports d'analyse aussi. Je fais vraiment un gros pot de Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et après, derrière, je les synthétise et j'en fais une analyse complète. Mais l'idée de l'analyse qualitative, là où on analyse le business, c'est encore une fois de comprendre si l'entreprise va réussir à faire la même chose l'année en cours et sur les prochaines années, quelle est sa direction, tu vois. Mmh. C'est quelles sont les perspectives d'avenir, est-ce qu'elle va réussir à les faire, quels sont les risques et tout ça. Il y a un autre sujet qui est, très important sur, du coup, sur l'investissement en bourse, c'est par quel véhicule tu passes. S'il y a une personne, par exemple, qui nous écoute et qui se dit: «OK, moi, ça m'intéresse, cette stratégie, je trouve ça assez stimulant, ou autre». Est-ce que, selon toi, elle devrait passer par un PEA, par un compte titre, les 2? Est-ce que si elle a une société, elle devrait investir en société? Parce qu'on peut aussi. C'est quoi, toi, que tu préconises en général? Hem, en société, parce qu'en réalité, tu peux investir beaucoup plus de capital parce que tout l'argent que tu te ressors en nom propre, dans tous les cas, tu vas payer de la fiscalité, donc tu pourras investir beaucoup moins de capital et on va pas refaire les intérêts composés, mais Mmh. plus tu investis, si c'est long terme, plus les intérêts composés vont être puissants, Ouais. même si tu paieras la fiscalité, plus tard, hein. C'est un report d'imposition, c'est pas, une disparition évidemment et après, PEA, compte titre, peu importe l'enveloppe. L'enveloppe, elle est là pour optimiser ta fiscalité et optimiser, ton choix d'investissement. Mais le plus important pour moi, c'est ta réflexion au-dessus. Et ça, c'est une grosse erreur que je vois. C'est les gens qui restent uniquement sur le PEA parce que, le Avantage compte titre, fiscal. il y a plus de fiscalité. Mais je m'arrache les cheveux avec ça, c'est vraiment un truc, je ne comprends pas. Tu es pas là pour payer le moins d'impôts possible, tu es là pour gagner le plus possible, Mmh. incluant la fiscalité. Donc Google, que j'ai acheté, en avril et que, ASML que tu as acheté qui est sur PEA, c'était 2 opportunités, une sur PEA, une sur compte titre. Mmh. Si ça part dans le PEA, ça part dans le PEA. Si c'est pas éligible au PEA, tu vas pas te priver d'aller saisir une opportunité parce que la fiscalité n'est pas bonne, tu vois? Ouais. Non, totalement Donc d'accord. utiliser tout le panel. Ne jamais baser un investissement uniquement sur la fiscalité à l'instant T. C'est J'arrête pas des de le répéter tout le temps Ouais, donc c'est des supports. Et en plus la fiscalité change, c'était oui. l'épisode qu'on avait fait sur ma chaîne, il y a quelque temps. Ouais, Mais 31,4 et ouais, 18,6 maintenant sur, le exactement. PEA. Donc ça a bien changé sur ça. Hem, du coup, si on passe sur les autres formes d'investissement, parce que tu as mentionné qu'il y avait d'autres formes d'investissement. Toi, par exemple, c'est quoi la répartition de ton patrimoine, en outre de la bourse? Sur quels autres types d'actifs tu investis et pourquoi ces actifs? Alors j'ai l'immobilier physique, plus pour très longtemps parce que parce que, le LMNP, voilà, les règles du jeu ont changé. Enfin, ça m'énerve. Je trouve assez peu de rentabilité dans l'immobilier, classique aujourd'hui avec le temps que j'ai à y allouer. C'est propre à moi-même, ça veut pas dire que c'est une vérité. Encore une fois, je pense que vous l'avez compris, je suis assez nuancé sur plein de trucs. Mmh. Donc, ça peut être très bien pour des gens qui sont fans d'IMO et qui sont forts là-dedans. Quand du temps pour les travaux et cetera. Exactement. Moi, Mmh. c'est pas mon truc. Je sais pas, faire de travaux, je suis pas très manuel, donc je suis obligé de payer des gens, donc c'est moins rentable et cetera et en plus de ça, c'est de la gestion. J'ai pas forcément le temps, j'ai une activité qui fonctionne bien et ça me prend déjà beaucoup d'énergie, donc j'ai 2 lots locatifs que je suis en train de vendre à l'heure actuelle. L'annonce, va être mise, tout à l'heure, aujourd'hui, Trop donc bien. Tu vas je te vais en mettre en vendre bourse. voilà, je vais en vendre 2. Je vais construire ma maison l'année prochaine, donc je sors pas complètement de l'immobilier traditionnel, mais en gros, je vais faire, une grosse RP et ça sera, mon investissement, IMO. IMO, en dur, ça sera ça. OK. Après, j'ai d'autres types d'immobilier, les SCPI, en société. Donc ça veut pas dire que c'est pas bien de les faire en nom propre, mais moi j'ai plus de capacité d'investissement en société et c'est super intéressant les SCPI, si tu le fais bien, parce qu'il y a plein de SCPI qui sont pas ouf, mais il y a quand même des SCPI qui sont super intéressantes, notamment avec, la fiscalité étrangère qui est, très, très avantageuse. OK, tu prends des SCPI européennes du coup? Ouais, exactement. Ou, par exemple en société, alors ou même en nom propre, tu vois, sur, les immeubles qui sont à l'étranger, sur les SCPI, tu vas pas payer les prélèvements sociaux, sur tout ce qui a été, Mmh. déjà taxé à l'étranger, donc il y Tu a passes des par qui? avantages. Quorum, choses comme ça? Ouais, et puis il y en a plusieurs qui sont intéressants, Quorum, Hirokozen, Ouais. Transition Europe, Comet, Remake Live, Mmh. voilà, pas de conseils encore une fois, mais Bien sûr. il y a quand même pas mal de SCPI qui finalement sont assez jeunes, donc on a assez peu de recul, mais les sociétés de gestion de ces SCPI sont pas là depuis 2 ans, tu vois? C'est juste qu'ils ont pivoté et ils ont relancé quand même des supports qui sont peut-être plus, optimisés pour, l'économie actuelle.
Donc SCPI, un peu de crypto, mais léger. Et après, j'ai pas mal de cash. Malheureusement, j'ai pas mal de cash parce que là, j'étais en pleine structuration de société. Donc, j'étais en train d'attendre la holding. Je sais qu'on avait discuté un peu ensemble. Donc, ça y est, c'est ouvert. Donc, j'ai ouvert mon compte titre de holding qui a été ouvert avant-hier. Donc, je vais pouvoir. Transférer tes titres. Exactement. Et surtout, investir plus. Parce que là, j'étais en stand-by un peu. Parce que toi, du coup, ton objectif, c'est. Donc là, tu as ta société et donc tu veux créer une holding patrimoniale au-dessus qui sera vraiment ton véhicule d'investissement et tu veux te dire maintenant, tout ce que j'investis, c'est 100% via ma holding. Et attention, encore une fois, le jour, ça c'est une fausse croyance qu'ont les personnes avec la holding. Le jour où tu sors l'argent de la holding, tu paies effectivement l'impôt, mais Ouais. en attendant, tu fais capitaliser à l'intérieur et tu te dis potentiellement à terme, tu vivras des intérêts, c'est ça? C'est la logique? Ouais, c'est l'objectif. Et après, c'est pour ça que je fais pas que de la bourse, mais que j'ai également une stratégie de rente avec les SCPI en société. Ouais. Parce que les SCPI versent du coup des loyers, voilà, des revenus qui peuvent venir de ça. Et finalement, si le montant total sur les SCPI est de plus en plus important, les loyers sont de plus en plus importants. Et à la fin de l'année, je peux me verser un complément de salaire en dividende ou quoi que ce soit. Ok. Donc ça, c'est faisable. Et après, voilà, les SCPI, c'est pas de l'argent qui disparaît, donc j'aurai toujours du capital dessus. Et l'idée, c'est voilà, d'avoir mon salaire avec mon activité, d'avoir un petit complément de revenus avec les dividendes grâce à mes investissements en holding. Et voilà, ensuite, petit à petit, la boule de neige, elle va faire son effet, quoi. Pour grossir comme ça. Non, moi, c'est une bonne stratégie, sachant que, en fait, sur les sociétés, je trouve ce qui est intéressant d'un point de vue fiscal, là, pour le coup, c'est que le gouvernement a potentiellement moins de levier à aller changer la fiscalité sur les sociétés, Mm. dans le sens où ils ont quand même des restrictions à être uniformisées avec les autres pays européens, en termes d'impôt sur les sociétés notamment, parce que bah, forcément, là, on voit l'impôt sur les sociétés aujourd'hui de 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfice et Ouais. 25% au-delà. On pourrait se dire, avec tout ce qu'ils ont proposé, il n'y a pas un député qui a proposé d'augmenter l'impôt sur les sociétés. Alors, il y en a qui l'ont fait hein, quand même, hein, qui ont proposé, mais c'est parce qu'on est quand même assez normé par rapport aux autres pays européens. On ne peut pas, d'un point de compétitivité et d'un point de vue uniformisation, et donc on peut dire que quand on investit en société, on se protège un peu plus. Attention, ça ne veut Mm. pas dire qu'ils ne peuvent pas changer, mais par rapport à ça, et plus, comme tu dis, ça fait plus effet capitalisation aussi. Ouais. Mais même, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça la dernière fois, si je me souviens bien, mais que tu pariais sur le fait, je sais pas si c'est toi, que la fiscalité sur les sociétés aurait tendance plutôt à diminuer. Ouais. Et je suis assez d'accord avec toi parce que aujourd'hui en France, on voit quand même, bon, il y a des choses qui vont, mais il y a aussi des choses qui vont pas. Et c'est pas que noir ou blanc, encore une fois, mais il y a quand même des choses qui vont pas. Et les sociétés françaises se battent à l'international, hein. Donc, faut comprendre que quand aux États-Unis, ils ont 15% d'impôt sur les sociétés et que nous, on a 25 parce que, bon, pour les grosses boîtes, Plus encore pour les grosses boîtes, qui ont ouais, les contributions exceptionnelles, etc. c'est. Voilà. Donc, au bout d'un moment, si tu les brides, Ouais. bah, on se tire tous une balle dans le pied. Donc, Mm. je suis assez d'accord avec toi. Et même, en fait, tu vois, pour sortir l'argent de ma société actuelle, je suis en EURL, donc ça me coûterait 46% de charges sociales. Si je me verse une grosse rémunération, je vais payer de l'impôt sur le revenu par la suite. Et donc, je n'ai pas fait le calcul précis, mais grosso modo, je vais peut-être investir entre 25 et 30% de moins que ce que je pourrais investir en société. Mm. Donc, globalement, c'est beaucoup plus intéressant d'investir en société parce que si tu fais 10% sur 100 000, tu vas faire 10 000. Mais si tu fais 10% sur 70, tu vas faire 7. Ouais. Et ça, c'est l'année 1. Et avec les intérêts composés, ça fait une grosse différence à la fin. Sachant qu'une holding patrimoniale, l'avantage, c'est que c'est une société que je vais garder toute ma vie et qui me suivra même si j'ai plus d'activité entrepreneuriale, tu vois. Je pourrais très bien fermer mes autres sociétés et garder que celle-là. Ça pourrait être faisable, tu vois. Le seul truc qui pourrait du coup jouer contre ça, c'est si un jour il y a. Ils en avaient parlé en 2025, les taxes sur les holdings qui passent. Mais bon, après, si tu es soumis à ça, ce sera plutôt une bonne nouvelle pour toi. Parce que le seuil, quand même, était de 3 millions ou quelque chose comme ça. Donc, Oui. c'est quand même une bonne nouvelle. D'ailleurs, on parle de montant. Est-ce que toi, tu as un objectif en tête de montant? En te disant, j'ai envie d'atteindre tel montant? Parce que des fois, même sans se dire, quand j'aurai cet objectif, je serai heureux. Mais des fois, on se dit, voilà, j'ai un bon objectif. Et comme ça, j'ai la quête d'y aller. C'est ça qui me rend. Bah déjà, la quête à court terme, ça va être le million. Ok. Parce que le million de patrimoine net, je pense que c'est un cap où bah, tu vois 7 chiffres, tu dis, bon, ben voilà. Et après, je parle d'argent tous les jours. Mon métier, c'est l'investissement. Je vais pas faire le mec, j'aime bien l'argent, tu vois, c'est un peu le Mm. domaine. Et je pense que toutes les personnes qui bossent là-dedans aiment ça.
Après, il faut pas non plus tomber dans la course à l'argent. Moi, ce qui me plaît et ce qui me stimule, c'est tout le parcours qui va m'emmener pour passer ces steps, tu vois. Mm. Et ça, c'est marrant parce que finalement, entre 1 million et 3 millions, oui, ta vie, elle va changer. Tu vas pouvoir te payer des trucs peut-être plus stylés et tout ça. Parce qu'avec 1 million, c'est excellent, hein, c'est très bien. Mais bon, si tu as 1 million avec 700 000 dans une RP et 300 000 en financier, finalement, Ouais. ta vie, elle est très, très correcte. Attention, Ouais. c'est très bien. Mais t'es pas richissime. Alors que c'est 1 million Euh, en cash, ça n'a rien à voir. Ouais, 1 million cash, ça n'a rien à voir. Si tu as 3 millions de patrimoine, dont 1 million cash, ça n'a rien à voir. Voilà, moi, passer les steps, ça me stimule. Je me dis comment est-ce que je fais pour aller gagner plus. Si je gagne plus, ça veut dire que j'aide plus de gens. Je veux continuer à garder la qualité de ce que je fais et satisfaire les gens que j'accompagne. Finalement, si les gens sont contents, ben, ils en parleront autour d'eux et mon activité continuera. Et finalement, aujourd'hui, si moi je monte, ça veut dire que j'aide des gens. Donc c'est win-win pour tout le monde, tu vois. Et puis après, on peut parler stratégie business, mais imaginons pour faire, je sais pas, une entreprise qui génère beaucoup plus, un groupe, ou j'en sais rien, je dis des bêtises, tu vois. Bah, tu as plein d'étapes que nous, aujourd'hui, on est en train de toucher du doigt, mais on est extrêmement loin des grosses sociétés, tu vois. Mm. Et ça, c'est stimulant. C'est plus le chemin, je suis totalement Ouais, d'accord, hein, parce que, qui est intéressant. Un peu comme un jeu vidéo, hein, s'il faut le voir comme ouais, ça. bah, Ouais. exactement. Mm. Et en même temps, c'est hyper important aussi d'avoir la main mise sur son avenir financier, Oui, oui. surtout dans un monde comme aujourd'hui. Ouais. Oui, après, pour parler de moi, avec la gestion qu'on a, je sais pas, avec l'expérience qu'on a et le fait qu'on accompagne des gens, le nez, enfin, le truc, on a le nez dedans tout le temps, j'ai un peu du mal à me dire et à me projeter sur un truc ultra négatif qui pourrait m'arriver et qui pourrait me refaire chuter Mm. à zéro, tu vois. Ouais. Je dépense pas plus que je gagne. T'es plus serein du coup. Ouais, je me dis, j'ai atteint un step qui est pas richissime, mais globalement, voilà, je gagne ma vie. Si je gagne plus rien, plus 1 euro, je peux tenir pendant vraiment longtemps. Je dépense pas beaucoup. J'ai une bonne allocation de patrimoine qui travaille pour moi. Voilà, ça fonctionne déjà, quoi. Mm. Bah écoute, je pense que déjà on a fait une véritable masterclass sur le stock picking, donc un grand merci à toi. Est-ce Merci. que tu veux que je mette quoi, chaîne YouTube et Instagram en description? Ouais, chaîne YouTube, Instagram, c'est les deux canaux sur lesquels je communique Le plus. le plus. Donc Ouais. Instagram si quelqu'un veut te contacter Ouais, potentiellement. ouais, même me poser des questions sur le stock picking ou quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir, hein. Moi, j'aime beaucoup échanger là-dessus, donc je suis assez disponible. Normalement, je réponds vite. Ok, bah écoute, je mettrai les liens en description. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, c'était très cool. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Si vous avez apprécié le contenu, que vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye.